Alors c'est le bureau. Ah ouais, là c'est le bureau, Pierre. Bienvenue. Bonjour Laurent. Salut. Première question, on se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, mais t'attaches ta ceinture. Allez, c'est parti. Bienvenue. Alors, Et tu sais qu'on passe ici, en ce moment, 6 à 7 heures par jour dans la voiture. c'est la campagne. On va partout. Bon, alors, bienvenue déjà dans notre émission. Ce que je vous propose, c'est une émission toute particulière. Ça s'appelle Sans détour, Laurent. Et dans cette émission, on va faire un petit peu de politique, mais de la politique simple. On va parler à tous ceux qui nous écoutent. On ne va pas parler de questions très sociétales au sens très politique. On va rester ancré sur le basique, sur les choses de notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait tous, quasiment tous les matins? On met le contact. Alors, on a René. René, c'est ton chauffeur. Il est avec toi tout le temps. René, c'est un ami surtout. René, il est maire d'une petite commune qui est au sommet de la Loire, sur le secteur de Montbrison. Et il est dans un secteur où justement les gens pour aller travailler, ils vont pas en trottinette électrique, hein, pas de la voiture. Alors, je vais te poser une question. On est en voiture. Qu'est-ce que tu mets comme musique d'habitude dans ta voiture? Qu'est-ce que je mets comme musique dans la voiture? Alors ça, c'est pas une question facile parce que je dois avoir à peu près une playlist de 2500 titres que j'adore. On est années 80 un peu ou pas? On est très très ça. Ouais. Ah, bon, on peut passer une soirée. Alors, attends, est-ce que je l'ai? Culte. Rocky. Non. Très 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 grand monsieur. Oh, Jean-Jacques. Bien sûr. Envole-moi. Ah ben, J'adore. Céline Dion. tu sais que j'apprends la guitare sur Goldman. Sur ça? Non, je l'apprends sur Sache que je. Et ensuite le coureur. Ça, pour me donner de la force avant un meeting, il n'y a rien de mieux. Ouais, bon, alors on s'envole ensemble. Je vais te demander aussi, je voulais te poser la question, c'était quoi ta première voiture? Ouf. Je m'en souviens. C'est fou, hein, parce que la première voiture, c'est un souvenir qu'on n'oublie jamais. Moi, c'est une 205 que j'avais achetée à Yssingeaux chez moi, que j'avais négocié avec un vétérinaire qui me l'avait vraiment vendue à un prix d'amis. Elle était boîte automatique, ce qui en Haute-Loire était catastrophique, parce que chez nous, c'est des petites routes. Et puis, elle était rouge et évidemment diesel. À l'époque, on nous disait qu'il fallait les acheter. Bien sûr, c'était le geste pour l'environnement. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, Bien sûr. c'est pas bon. Allez, on va passer à notre première rubrique, feu rouge, feu vert. On lance tout de suite. Allez, feu rouge, feu vert, c'est parti. Des questions sans détour. Je vais te poser une question et tu me réponds feu rouge ou feu vert. Ça s'arrête là. On va commencer. Celle-là, c'est une question. Il n'y a pas d'orange clignotant, donc j'ai bien compris. Non, pas d'orange clignotant. Allez, on passe ou on s'arrête. Ça marche. La suppression des ZFE. Feu vert. Très bien. La remise en cause du permis de conduire à vie des Français. Feu rouge. Feu rouge, rouge, rouge. L'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Feu rouge. Le retour à 90. Tiens, on l'a oublié celui-là. Le retour à 90 sur les routes nationales. Et j'espère bien qu'on va en parler. Feu vert. Ok. Et une idée, je ne sais pas d'où elle vient celle-là, le retour de la hausse de la fiscalité, monter la fiscalité sur les carburants. Ouais, j'ai vu ça passer, oui, effectivement. Feu rouge. Ok. Dernière question, baisser la limitation de vitesse sur autoroute à 110 km/h. Mais feu rouge, c'est incroyable le nombre d'idées qu'ils arrivent à sortir. Feu rouge. Allez, on passe à la suite. Je vais te demander, Laurent, de choisir 2 sujets parmi nos feux rouges, feux verts, et on les décrypte ensemble. Alors, ton premier sujet, ça sera quoi? Mon premier sujet, c'est la remise en cause du permis à vie. Parce que c'est une mesure qui me choque énormément. En gros, j'explique à ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas suivi. Le principe, c'est que maintenant, on va dire aux personnes âgées, votre permis de conduire n'est plus à vie. Et ils sont en train d'inventer un système, c'est une proposition de loi qui est portée par certains députés, où on va vous obliger à passer une soi-disant visite médicale pour valider ou non la suite de votre permis de conduire. C'est n'importe quoi. D'abord, c'est la remise en cause d'un droit. Le permis de conduire, quand on le passe, il est à vie en France. Ensuite, ça repose sur une idée qui est complètement fausse, qui serait que les personnes âgées seraient les plus dangereuses au volant. C'est les moins dangereux. Oui, ils sont victimes. Effectivement, ils sont victimes des accidents, mais ils ne sont pas responsables, tout à fait. Et parce que la plupart du temps, on le sait bien, nos parents, nos grands-parents, ils roulent un peu plus doucement. Ils sont un peu plus prudents. Alors qu'à l'inverse, on a tous cette inquiétude quand nos enfants ont leur premier permis de conduire, leur première voiture, qu'ils soient trop imprudents. Donc ça repose sur une idée fausse. Le troisième ensuite,
Donc si je comprends bien, on n'a plus de médecin généraliste. On n'arrive pas à trouver quelqu'un pour nous soigner. On n'a pas de rendez-vous pour les spécialistes. Et on va aller nous expliquer qu'on va passer une visite chez le médecin qu'on n'arrive pas à trouver. Et nos médecins dont on a besoin pour se vacciner, pour nous soigner, quand on a des maladies graves, on va tous leur faire passer un temps astronomique sur du contrôle des permis de conduire. Ça n'a aucun sens. Et puis je me pose la question du stress. Quand tu as quelqu'un qui est un peu âgé, même s'il conduit très bien, le jour de cette remise en cause de son permis de conduire, il va pas être à l'aise le matin. Il aura l'impression d'être face à la guillotine et au coup près, ça tombe ou pas. Et puis Pierre, pardon, mais il va faire quoi le médecin? Il va demander à faire un créneau? C'est pas un inspecteur de permis de conduire. C'est typique de ces idées, mais on en a évoqué plein dans les feux rouges, feux verts, qui sont complètement technocratiques, faits par des gens qui sont complètement coupés des réalités. Par contre, on peut avoir un système qui est simple, où quand le médecin généraliste qui connaît ses patients a un doute, et il dit là quand même, soyez un peu prudent, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ensemble, on organise un petit contrôle pour voir comment ça se passe quand vous êtes au volant? Ça oui, c'est positif, mais du conseil. Une personne âgée, elle n'a pas envie d'avoir un accident. Et donc, je suis complètement contre cette idée. C'est typique des choses qui, au fond, sont hyper stigmatisantes. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de simplicité? C'est moi, ma mère, elle habite au Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, 3000 habitants. Il n'y a pas le RER. Tu lui enlèves sa voiture, elle te coupe la tête. Et crois-moi, elle roule prudemment, elle est sérieuse, elle ne fait pas n'importe quoi. Bon, ça fait partie de sa liberté. Et le moment où elle aura un doute, je sais qu'immédiatement elle demandera une visite du médecin pour pouvoir avoir une garantie. Et donc, voilà, pour moi, en fait, on veut assigner à résidence nos personnes âgées. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'imaginer finalement une mesure où on ne pourrait pas imaginer plutôt quelque chose qui serait un contrôle de la vue? Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de coup de butoir, tu peux t'en sortir, tu peux avoir derrière une paire de lunettes à ta vue. Et encore, c'est compliqué parce qu'il faut connaître aussi la réalité des zones rurales où quand on dit « Bonjour monsieur, j'ai besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo », on ne vous dit pas de problème, on verra en 2026. Mais bien sûr, mais Pierre, tu l'as parfaitement dit, c'est pour ça d'ailleurs que ça me choque. C'est-à-dire, on fait comme si un médecin généraliste, il n'y avait pas de problème pour avoir un rendez-vous, ou un spécialiste, pas de problème. Et donc déjà qu'on commence par mettre les choses dans le bon ordre, avoir des médecins, faire réussir nos étudiants en fac de médecine plutôt que derrière devoir aller chercher des médecins étrangers. Bon, déjà commençons par ça. Et puis, voilà, cette visite, elle n'a aucun sens. Revenir contre le permis de conduire à vie, c'est une vraie erreur. En revanche, conseiller nos aînés, avoir ce conseil médical, oui. Ok. Deuxième sujet, parmi nos feux rouges, feux verts, sur lequel tu aimerais revenir? Je voulais revenir sur un dossier dont on ne parle plus. C'est les 90 km/h. Cette mesure de dingue contre laquelle vous vous êtes battu. D'ailleurs, vous avez fait une étude scientifique et merci à 40 millions d'automobilistes parce que vous avez fait un super boulot qui a permis de montrer que non seulement, je l'ai regardé avec attention Pierre, que non seulement ça avait coûté 2 milliards d'euros, mais qu'en plus, en termes d'amélioration de la sécurité routière, ça avait eu un impact quasi nul. Oui, c'est ça le problème, parce que conteste, pourquoi pas, mais quand c'est non concluant, comment ça se fait qu'on ne revienne pas sur cette mesure? Alors, grâce à votre combat, les départements ont eu la possibilité de revenir sur les routes départementales. Et chez moi, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, la quasi-totalité des départements sont revenus dessus. On l'a fait en Ardèche, on l'a fait en Haute-Loire, on l'a fait dans la quasi-totalité de tous les départements chez moi. Mais à l'arrivée, tu as quoi comme situation? Il y a la route départementale qui est repassée à 90 km/h. Et on a la route nationale qui, elle, est super sécurisée et qui, elle, est à 80 km/h. N'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment la mesure. Cadeau d'Édouard Philippe, quand même. Là, j'avoue qu'Édouard, que j'ai connu dans une vie antérieure, bon, là, il m'a pas fait de cadeau non plus. Vraiment. Non, enfin, c'est de même nature que toute la boîte à idées des horreurs que tu as sorties dans tes questions des feux rouges, feux verts. Mais il faut revenir dessus. C'est-à-dire, c'est pas le tout d'en parler, c'est quand on est politique, il faut agir. Et donc, si la mesure est stupide, on la change. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'au niveau des routes nationales, on refasse passer à 90 km/h partout en France. Parce que maintenant, on se retrouve dans une situation où tu sais jamais.
C'est-à-dire, ah bah, je suis sur la route nationale, 80 km/h, ensuite je suis dans tel département, je peux repasser à 90. Ah mais non, je suis à nouveau sur la route nationale, 80. Le radar. Le radar, Et on je repasse à change de 90. département, boum, ah mais non, maintenant j'ai plus le droit aux 90 sur la route départementale. Oh, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a placé dans l'illégalité des bons conducteurs? C'est-à-dire avant, quand on roulait à 88 km/h sur une route nationale, on était un bon conducteur, félicitations monsieur. Dorénavant, on dit un délinquant. On est verbalisé et on perd le point qui va avec. Et puis Pierre, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. On veut s'occuper de sécurité routière. Qu'est-ce qu'on attend là sur la conduite au volant avec stupéfiants? Donc on va aller piéger, comme tu le dis très bien, l'automobiliste qui respecte les règles, qui conduit correctement. Par contre, celui qui est au volant sous effet de stupéfiants, on ne met toujours pas en place les contrôles. Bon, parce que ça coûte. Ça coûte. Ah oui, ça coûte et c'est tellement plus facile de mettre le 80 km/h plus le radar automatique. Bon. Ça rapporte. Là par contre ça rapporte sur le dos de l'automobiliste qui va se faire piéger parce qu'il pensait que c'était 90 au lieu de 80. Donc moi je pense qu'il y a une vraie politique de lutte à mener contre les conducteurs dangereux pour tout le monde qui eux roulent sous effet de stupéfiants. Quand on y pense, c'est d'ailleurs dingue qu'il n'y ait pas des contrôles là-dessus. C'est complètement fou. Et je sais que tu as été touché, toi, par le drame qu'il y a eu sur ce conducteur de car. Et vous avez réagi. Donc, j'ai envie de dire, ça, ce serait une meilleure priorité. Donc, avançons là-dessus. On ramène à 90 km/h toute la vitesse sur les routes nationales. Et par contre, si on veut agir sérieusement sur la sécurité routière, on tape sur la conduite sous effet de stupéfiants. Là, il y a quelque chose à faire. Si ça continue, je vais te préparer la carte pour prendre mon poste à 40 millions d'automobilistes. Attention. Fais attention si je te passe le mien. Mais tu serais pas mauvais, Pierre. Allez, on passe tout de suite à notre prochaine rubrique avec Laurent Wauquiez. En toute transparence, dans cette rubrique, avec Laurent Wauquiez, je vais aller choisir parmi toutes les choses qu'il a faites, je vais choisir 2 petites citations, 2 petites mesures que tu as prises, et notamment la prise de décision d'écrire une tribune dans la presse. Cette tribune, autant te dire que quand je l'ai lue, je t'ai appelé. Je t'ai appelé tout de suite, je t'ai envoyé un message pour te proposer cette émission parce que c'était du 40 millions d'automobilistes. On va parler de cette bombe à défragmentation, de cette bombe à retardement social comme je l'ai appelé. T'étais pas très loin. Raison. Les zones à faible émission. Pourquoi un jour, tu t'es dit, c'est fini, stop, maintenant on accélère à l'Assemblée nationale avec nos parlementaires? Pierre, déjà, tu le sais, quand il y a ces trucs avec des sigles à 3 lettres, en général, c'est pas bon. ZFE, je pense que c'est sincèrement dans les projets technocratiques qui ont été pondus au cours des dernières années, celui qui est le plus violent et le plus injuste. Et moi, le déclic de ce combat, il est venu encore une fois chez moi, où j'ai un père de famille qui est venu me voir, qui habite en Haute-Loire, et qui est venu me dire, mais en fait, moi, je dois aller à Lyon, me faire soigner. Aïe. Et j'ai juste une voiture, pas de chance, elle remplit pas les critères, et j'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique à 25 000 € le prix de la R5. Et donc, qu'est-ce que je vais devenir? Ça veut dire qu'on m'interdit d'aller me faire soigner, j'ai pas la possibilité avec les délais que ça représente de pouvoir y aller avec le train, donc ça veut juste dire que vous me condamnez. Je me suis dit, mais juste, on continue pendant combien de temps avec ce truc? Donc, alors évidemment, dès qu'on monte au créneau, au secours, parce qu'on est perçu comme étant anti-ceci, anti-écologiste, anti-progrès, anti-modernité, au secours. Il y a des moments, il faut dire stop. C'était n'importe quoi. Cette ZFE, on a voulu la tuer. On y est allé, j'ai fait cette tribune, ça a créé beaucoup de réactions. On a été très attaqué dessus, mais on y est allé, on n'a pas lâché. Et puis, c'est ce que je t'ai dit au début. Quand on est politique, c'est pour agir, c'est pas pour commenter. Et donc, on s'est dit avec des amis, Yann Boucard, député du territoire de Belfort, super courageux, on va les shooter. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est pas des zones à faible émission, c'est des zones à forte exclusion. On va pas construire l'écologie contre ceux qui travaillent. On va pas construire l'écologie contre les classes moyennes. On va pas construire l'écologie contre ceux qui prennent leur véhicule pour bosser le matin. C'est faux de dire ça, c'est faux. Et en plus, je vais te faire une confidence que tu pourras réutiliser.
En fait, c'est même pas le plus efficace. Parce qu'il y a un endroit en France, un seul, où on a amélioré la qualité de l'air. Ça a été relevé par le Conseil d'État. Tu sais où? Au pied du Mont Blanc, vallée de l'Arve. Une vallée qui était très polluée par des émissions. Oui, c'est vrai. On est allé là, on s'en est occupé, mais on a fait ça de façon scientifique. On a regardé c'est quoi les causes de pollution. C'était pas la voiture. Les deux causes de pollution, tu sais ce que c'était? Les entreprises, les industries, première. Et les deuxièmes, les feux de bois, les cheminées de bois. Parce que quand tu as une cheminée de bois qui n'est pas avec un insert, tu fais sortir des particules, et c'est ça qui dégradait la qualité de l'air. Rassure-moi, tu veux pas interdire le chauffage au bois en France? Bah non, qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné les gens pour pouvoir faire leurs travaux, et on les a aidés. Et on n'a pas fait des interdictions, on a fait du conseil. On a changé les foyers ouverts par des poêles à bois, des inserts un peu plus efficaces On a bossé ensemble, mais on n'a pas imposé aux gens, on les a aidés. Et pareil pour les industries, on les a accompagnés, on ne les aura pas interdits. Donc moi, si tu veux, c'était un combat qui était très symbolique pour moi, parce qu'en fait, c'est au fond tout ce dont on parle en ce moment, une technocratie qui humilie les gens et qui veut décider de leur mode de vie à leur place. Et ben, c'est pas comme ça qu'on réussira. Puis après, tu le sais mieux que personne, ton véhicule vaut plus rien. Et sur des critères qui étaient n'importe quoi, parce que si encore c'était des critères scientifiques, mais le 4x4 chinois qui vient d'être construit, lui, passait les critères. La voiture Peugeot qui avait été construite un peu avant, mais qui polluait pas forcément, elle passait pas les critères. Donc c'était vraiment, ni queue ni tête. Ah, moi j'ai vu aussi quelque chose, c'est que ces mesures à la base, elles ont été décidées pour rajeunir le parc auto en France, qui vieillit, qui n'a de cesse de vieillir. Donc ça fonctionne pas. Oui mais Pierre, tu veux rajeunir le parc auto en France, donne les moyens aux Français. En France, il n'y a que du gaspillage de dépenses publiques et à l'arrivée on prend dans la poche des Français. C'est ce qu'on disait aussi sur les projets, sur augmenter encore l'essence. En plus, dans un pays où tu te prends quoi, 120% de taxes sur ton carburant? 120% de taxes sur le carburant? Et après on s'étonne qu'il n'y ait pas les moyens de rajeunir le parc automobile. C'est à quel moment les gens réfléchissent un peu sur vie quotidienne? Tu as fait des études que je n'ai pas faites. Donc moi en béotien, dans mon principe économique, c'est ce que je dis à mes enfants, je dis toujours une taxe sur les carburants, ça me paraît un peu stupide parce que c'est de l'argent qui est directement prélevé par l'État et qui ne travaille pas. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé bizarre que l'État reprenne tout de suite une fiscalité colossale sur le prix du litre, alors que cet argent... 120%. Ah oui, et cet argent, il pourrait travailler, aller alimenter la boulangerie, parce qu'on achète un petit truc, sortir, donc alimenter la restauration, etc. Il vaut mieux de l'argent qui circule et qui passe de main en main, plutôt que de l'argent que l'on donne aux Français via le salaire et qui est pompé directement à la station-service. Tu connais mes combats, Pierre. En France, comme on a le record des prélèvements obligatoires, on a le record des impôts. Et à l'arrivée, tu écœures ceux qui travaillent. Parce que la réalité, et c'est souvent ceux qui ont leur voiture, parce qu'eux, ils vont bosser. Et que la réalité, c'est que quand ils comparent ce qu'ils gagnent en travaillant et ce qu'ils gagnent en restant chez eux, tu écœures tout le monde. Moi, c'est un de mes combats. Voilà, je trouve qu'en France, on ne valorise pas ceux qui travaillent, on ne valorise pas ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. Et on ferait mieux de rendre l'argent pour que les gens se sentent avec un petit peu plus de moyens à la fin du mois pour leur famille, sur ceux qui travaillent. Voilà, c'est tout. Alors, je pousse. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, tu considères, quand tu dis qu'il y a trop de taxes sur les carburants, est-ce que tu es en train de me dire, entre les lignes, que tu serais favorable à aller jusqu'à une baisse de la fiscalité sur les carburants? Pierre, tu sais, moi, je veux pas qu'on raconte n'importe quoi. J'adorerais pouvoir te dire ça. Mais dans un pays qui est ruiné, déjà, le combat que je vais te promettre, c'est que je m'opposerai à l'augmentation de la fiscalité sur le carburant. Après, tu sais ce que j'ai fait dans ma région. J'ai baissé la fiscalité sur les carburants. Sur la taxe régionale? Ouais, je l'ai fait. Je suis le seul à l'avoir fait. Tu peux prendre tous les présidents de région, il n'y en a pas un qui l'a fait. Et donc moi, j'ai la fiscalité carburant chez moi, qui est la moins chère. Ça fait loin pour moi pour faire le plein, mais sinon... Après voilà, la taxe régionale, je ne veux pas mentir aux gens, c'est une toute petite partie. Ouais. Mais symboliquement, j'ai voulu montrer que nous, on avait fait des économies sur la dépense publique, on l'a rendu aux automobilistes, chez nous, en baissant la taxe régionale sur les carburants. Personne d'autre l'a fait. Mais je te mentirais en te disant qu'au niveau national, je suis sûr que votez pour moi, demain je vous fais ça. Voilà, ce serait pas correct de ma part. Mais on n'augmente pas. Par contre, la garantie, tempérament auvergnat, chez moi on n'augmente pas les impôts. Et on mange bien. Confiance et on mange très bon aligot. Tu peux y aller. Deuxième sujet. Maintenant, je voudrais qu'on parle
de quelque chose que tu as fait et qui marche bien dans ta région. Tu as aidé sur le prix du permis de conduire. Et en toute transparence, pourquoi tu allais sur cette mesure? Parce que moi, je me souviens quand même de la promesse d'Emmanuel Macron, c'était « Votez pour moi, je vais baisser le coût du permis de conduire ». Bon, très clairement… Ça n'a jamais été aussi cher. Oui. Ça n'a jamais été aussi cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les auto-écoles, il faut bien qu'elles bossent. Ils ne roulent pas non plus en Porsche Cayenne. Donc comment on peut faire sans toucher à l'auto-école pour permettre une baisse du permis de conduire? Bah, tu vois, là aussi, c'est une mesure où on a été très critiqué. Hein. J'ai pris les oppositions dans tous les sens, disant « mais quelle honte aider des gamins à passer leur permis de conduire, leur financer, l'automobile c'est dépassé, c'est fini, etc. » On a assumé, parce que je sais trop que quand tu as nos enfants, un étudiant, le permis de conduire, la voiture, un, c'est la liberté, et deux, bien souvent, c'est la condition pour avoir un emploi. Parce qu'une des premières questions qui sont posées par les employeurs sur plein de secteurs en France, vous avez le permis de conduire? Quand tu cherches un emploi qui s'appelle France Travail, Pôle emploi ou je ne sais quoi, première question, avez-vous le permis? Deuxième question, avez-vous une voiture? Toujours. Exactement. Or, le permis de conduire, c'est un vrai budget pour la famille. Hein. T'as le permis, hein? Oui. Je peux te dire, je l'ai passé tout de suite. Et mon fils, là aussi, il vient de le passer. Et dès qu'il a pu. Et donc, oui, bien sûr. Et donc, on s'est dit, voilà, tes parents, tu as tes enfants qui sont en études sup, ça coûte cher. C'est cher, hein, le budget, pour avoir ces enfants qui font des études. Et en plus, il faut payer le permis de conduire. Donc, on a décidé d'accompagner. Et moi, j'aime pas quand c'est gratuit. Gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye, hein. Toujours. Et donc, le principe, c'est qu'on le fait, mais on demande aux étudiants de faire un geste pour les autres. On fait quelque chose pour toi, tu fais quelque chose pour la société. Et donc, par exemple, les jeunes sapeurs-pompiers, on leur paye 500 €. Parce que je considère que voilà, c'est des gamins qui apprennent, c'est un vrai effort, hein, une vraie formation, jeunes sapeurs-pompiers, on les accompagne. Et tous les autres, on leur propose de faire un engagement dans une association, dans une maison de retraite, quelque chose pour leur commune. C'est tamponné avec un certain nombre d'heures. Et nous, derrière, on vient payer le financement du permis de conduire. Et ça, je trouve que c'est une bonne mesure et je voudrais la généraliser au niveau national. Alors, on peut faire ça. Et puis, j'ai vu aussi que tu étais favorable à faire basculer un petit peu les règles sur le compte personnel de formation. J'ai regardé, le compte personnel de formation, la première formation qui est choisie par ceux qui utilisent leur compte personnel de formation, c'est le permis de conduire. Mais malheureusement, tu ne peux pas le transmettre. Alors ça, c'est notre deuxième idée, et c'est ce que je voudrais qu'on pousse au niveau national. Tu as ton compte personnel de formation. Souvent, tu n'arrives pas à l'utiliser à fond. Et je voudrais qu'on offre la possibilité que tu puisses utiliser ton compte personnel de formation pour financer le permis de tes enfants. Je trouve que c'est bien, c'est du bon sens, c'est de l'argent qui est à toi, sauf que c'est organisé pour que tu ne puisses pas l'utiliser. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir aider ces enfants à pouvoir passer le permis? Et donc ça, c'est la deuxième proposition, super concrète, très simple, très claire. Et donc là, on pourrait imaginer, par exemple, quelqu'un qui a déjà établi une formation professionnelle pourrait utiliser le reste, hein, c'est ça, de son CPF. Il te reste de l'argent sur ton compte personnel de formation. On te donne la possibilité de le mobiliser pour financer le permis de conduire de tes enfants. Tu sais que là, je pense à tous les papas, tous les mamans qui vont nous regarder. Oui. Je pense à Clara, Mathieu. Bon, Mathieu, ça y est, j'ai déjà payé, donc c'est trop tard. Mais Clara, tu vas peut-être me faire économiser un petit peu d'argent. Bien sûr. Ça me paraît être une mesure de bon sens. Et puis, tu vois le coût de ce que représente un permis de conduire aujourd'hui. Ouais, 2 500 € à mon moyenne à peu près. À peu près, en fonction des endroits où tu es, ça peut être un peu plus, un peu moins cher. C'est un énorme budget. Hein. C'est un gros budget aujourd'hui pour les familles. Et donc, ouvrir cette possibilité par le biais du compte personnel de formation de pouvoir le financer, tu redonnes un peu d'oxygène, quoi. Ouais, ça soulage. Et c'est pas de l'argent volé. Non, parce que c'est le tien. On a travaillé. Bien sûr. Pour le débloquer. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est aussi, tu vois, regarde ce que je te disais, c'est aussi reconnaître ceux qui travaillent. Voilà, tu travailles, tu as la possibilité de dire, tu vois, moi je travaille, ça me permet de te financer ton permis de conduire. La valorisation du travail, ceux qui se donnent du mal. Alors là, on est sur l'autoroute, on t'accompagne sur un déplacement. On va en direction de l'Aisne. Et il n'y a pas de travaux. Mais par contre, moi, je te propose d'analyser dans notre prochaine rubrique tous les travaux de Laurent Wauquiez, tous ceux qui sont en cours. Allez, on bascule en région.
les travaux en cours, tu as choisi de me parler d'un projet. Alors je vais être très honnête avec toi, j'y suis pas allé. La RN 88. Pas bien du tout. Tu m'as dit, la RN 88, faut qu'on en parle. Alors là, on est vraiment dans l'ancrage local. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais attention, parce que la dimension est nationale. C'est quoi ce contournement de la RN 88? D'abord, si ça va parler à tout le monde. Tu sais, je pense qu'il y a le plus choqué Pierre au cours des dernières semaines, c'est le blocage de la 69. Ah oui, projet reconnu d'intérêt public. Les gens se sont dit, mais c'est quoi ce pays-là? C'est-à-dire, il y a un projet, on a mis 1 milliard d'euros pour faire une autoroute. Il y a des associations que moi j'appelle pastèques, qui est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur, et qui ont décidé de bloquer l'autoroute. Et le pire, c'est qu'elles y sont arrivées. Ah, c'est incroyable. Et t'as là-bas, parce que moi je suis allé sur le département, t'as donc des gens qui demandaient cette autoroute. Elle est bonne pour la sécurité routière, elle est bonne pour les déplacements, elle est bonne pour créer de l'emploi, et ils y sont pas arrivés. Et pourquoi je voulais te parler de la RN 88? Parce que c'est chez moi, et nous on est en train d'y arriver, et on n'a rien lâché. C'est une route nationale qui était très dangereuse. Tu l'as dit, moi j'habite en Auvergne. La Haute-Loire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un département magnifique, qui est au sud de l'Auvergne. Il y a le Puy-en-Velay, point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il y a des volcans. L'office de tourisme, à mon avis. Ah oui. C'est fait. L'antiverte du Puy-en-Velay. Mais les routes, elles passent à travers les volcans. Et donc, c'est des routes qui sont très tortueuses, dangereuses. Et dès que j'ai été élu, ça a été mon combat. Chaque année, c'est de me battre pour essayer de faire avancer petit à petit le passage de cette route à 2 fois 2 voies. Et là, quand j'ai été président de région, on a récupéré la gestion des routes nationales. On est la première région en France à l'avoir fait et on investit. Parce que en France, ok, on investit sur le train, j'ai pas de problème avec ça. C'est nécessaire, oui. Oui, bien sûr. Et moi, je n'oppose pas les deux. Et j'ai investi sur le train, mais en même temps, j'investis aussi pour améliorer nos routes et les sécuriser. Et ce chantier sera un des plus importants de France en termes de route nationale. Et derrière, on pourra mieux rouler, plus de sécurité pour tout le monde, des temps de trajet qui seront améliorés. On a dû faire une enquête publique pour pouvoir récupérer les terrains. On s'est retrouvé avec des gens qui habitaient en Pologne, qui habitaient en Espagne, qui habitaient aux Pays-Bas et qui ont fait des témoignages pour dire hors de question qu'on améliore les choses pour les automobilistes, bloquer tout. Ils ne savent même pas où est la Haute-Loire. Ils ne savent même pas où est la RN 88. Et à l'inverse, les gens du département, à 80% dans leurs témoignages, disaient « Faites cette route, elle est dangereuse, on le sait, allez-y ». Oui, en plus, il y a une notion de sécurité. Mais évidemment. Et donc, on se retrouve à avoir des ayatollahs qui sont organisés en espèces de groupuscules ultra minoritaires, super violents, super activistes, et qui font tout pour bloquer tous les projets d'amélioration des infrastructures routières. Et on leur laisse la parole. Et ça, tu vois, moi, ça m'écœure, parce qu'en fait, on laisse une minorité dicter ses idées à une majorité. Et c'est tout ce que je déteste. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que ça montre aussi que, en fait, dans notre pays, si on ne cède pas, si on va au bout, on peut améliorer les choses. Tu vois, à l'arrivée, on va avoir une route. Là, aujourd'hui, elle passe au milieu d'un village. Elle passe à, 100 mètres d'une école. On va sécuriser. Et ça, moi, c'est ma meilleure récompense. Et c'est aussi un message qui est de dire, voilà, on sécurise vos trajets, on sécurise quand on prend la route, parce que j'ai des gens qui la prennent tous les jours pour aller travailler, avec de l'inquiétude, de l'angoisse. Tu montes sur une 2 fois 2 voies, c'est pas la même chose. Allez, on passe à notre dernière rubrique. Celle-là, vous allez voir, on va s'ouvrir un petit peu. On va passer tout de suite au dernier virage. Dernier virage, Laurent. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Mais attention, obligatoirement en voiture. Oui, moi je suis un gros conducteur et il y a des moments ça a failli être le dernier virage quand même. Donc des anecdotes j'en ai. D'abord la première, c'est un de mes premiers souvenirs et je le dis aussi pour que voilà, si vous êtes jeune conducteur, soyez sérieux, faites attention, on apprend toujours en voiture. Et justement j'avais ma 205. Ah, la fameuse. Ouais. Et on était en été. Tu sais ce que c'est que le verglas d'été? Non, là je l'ai pas. Le verglas d'été en Haute-Loire, super important. En fait, le verglas d'été, c'est quand il n'a pas plu pendant tout un moment et tu as une couche de poussière qui s'est accumulée sur la route. Et tu as une petite pluie qui tombe dessus. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça te fait comme un verglas d'hiver. Et tu étais monté en pneus lisses. Et j'étais pas avec des pneus super. Et j'étais dans la descente de Saint-Georges, je m'en souviens encore, série de tournants. Et puis au fur et à mesure, je sens ma voiture qui part. Et elle part, elle a fait 3 tonneaux. Et je me suis retrouvé avec la voiture sur le toit. J'étais dans ma première campagne électorale pour être élu député. Je peux te dire que j'ai vu ma vie défiler.
et je suis sorti miraculeusement. Et là, il y a des opposants à toi qui se sont dit « Eh merde !» Dommage. Et derrière moi, il y avait une de mes amies qui roulait par hasard. C'est immédiatement arrêtée, elle s'est dit « ça y est, il est mort ». Et puis, non, je suis sorti comme ça. Donc, je peux dire que depuis... Elle passait pas les ZFE, celle-là. Non, elle passait pas la ZFE. Verglas d'été, je fais attention. Ouais, et l'entretien de la voiture aussi. Ah oui, bien sûr. Tu vois, on en parlait sur les zones à faible émission tout à l'heure, mais une voiture entretenue pollue 5 à 10 fois moins qu'une voiture non entretenue. Évidemment. Donc voilà, c'est une anecdote, je la raconte en souriant, mais c'est aussi un petit signal, faites attention. Oui, puis tu voulais me parler d'une anecdote. J'en ai d'autres. Alors il y a le verglas d'été, puis il y a l'eau après. Non, après il y a la neige. Et après je vais venir avec l'eau. L'autre, chez moi en hiver, il neige. Il neige et il burle. Tu sais ce que c'est la burle? Non. C'est le vent. Le vent, très mauvais quand il y a de la neige. Parce que ça te pousse la neige et ça fait des gros amas de neige, sur la route. Et c'est un de mes souvenirs. Il avait neigé, mais horrible. On avait dû prendre, je sais pas, 50, 70 cm de neige. Et j'allais chez ma mère, au Chambon-sur-Lignon. Et puis, je vois devant nous un gigantesque paquet de congères. Et là, ma femme, qui elle vient du Jura et qui a un peu l'habitude, elle sait très bien ce que je vais faire. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Parce que quand tu as une congère, si jamais tu roules trop doucement et que tu ne traverses pas la congère, ta voiture reste bloquée dedans et là c'est mort. Parce que derrière la neige se met, elle te bloque la voiture, tu passes plus. Mais attention, hein, je te parle d'amas de neige qui sont comme ça. Et j'ai foncé et on a traversé la congère, mais ric-rac. Je peux te dire que là j'avais l'impression d'être un pilote de rallye. Et puis le dernier, il est un peu hors norme. Hein. Celui-là, il est digne de James Bond. J'allais voir un match de rugby au stade Aurillacois. Et il pleuvait, il y avait un orage, de la pluie partout, ça ruisselait dans tous les sens. Donc à la fin du match, le stade Aurillacois gagne, on repart. Et puis on n'a pas fait attention, on a pris une route que tout le monde sait dans le Cantal, il ne faut jamais la prendre quand il pleut, qui est une route qui s'enfonce en dessous d'un petit pont et qui est un lieu où toute la pluie se stocke. On arrive juste devant. Je regarde un peu, on s'arrête 2 secondes, on se dit ok, c'est bon. Ça passe. Ça passe. On y va. Ça passe pas. Ça passe pas. Là, je peux te dire, ça te fait bizarre. Hein. Parce que tout d'un coup, on a senti la voiture qui se levait. C'est-à-dire, avec l'eau, la voiture se levait. Tu n'avais plus l'adhérence des roues. Et donc, fini. On était en version flotteur. Jusque-là, ça allait encore. Sauf que petit à petit, la flotte rentrait par les portes. Et là, tu es dans un film de James Bond. Tu essayes d'ouvrir la porte, tu peux pas ouvrir la porte. C'est fini. Et tu as l'eau qui rentre de partout à l'intérieur de la voiture. Je peux te dire que là, tu vois ta vie défiler. Et heureusement, on a réussi tout de suite, mais on a eu le réflexe immédiatement, hein, avant que ça grille les contacts, d'ouvrir les fenêtres, et on est sorti par le toit. Il y a encore les photos, je te les ferai passer si tu veux. Avec plaisir. Et quand je vais dans le Cantal, 5 ans après, il me taquine encore là-dessus. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Non, mais tu sais que ce que tu dis, c'est hyper important parce qu'effectivement, le réflexe que tu as eu d'ouvrir la fenêtre, c'était capital parce que l'électronique derrière, elle va bloquer l'accès au véhicule. On peut se retrouver dans des situations qui sont quand même extrêmement complexes. Et c'est pas le premier réflexe, parce que tu avais de l'eau là. Et donc, il faut quand même se dire, ok, pour éviter d'être inondé, je vais ouvrir la fenêtre avec de la flotte qui va rentrer de partout pour vite me sortir de ça. Oh là 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 là. C'était quoi la voiture là? Qu'est-ce que c'était? Je pense que c'était une 508. D'accord. C'était plus la 205, on est d'accord. Mais elle était en version amphibie là. Elle était clairement en version amphibie. Allez, j'ai encore une petite dernière surprise après le dernier virage. Celle-là, t'étais pas au courant. On la lance. Laurent. Ouais. On a un peu le même rasoir tous les deux. Hein. Moi, je voudrais déjà te remercier parce que Merci, ce rendez-vous qu'on lance avec 40 millions d'automobilistes, on va faire monter toutes les personnalités politiques dedans, de toutes les tendances politiques, tu t'en doutes bien. Mais c'est toi qui nous as dit OK en premier et l'espace et le temps de la validation, il a duré à peu près 3 secondes 8. C'était à peu près ça. Je trouve l'idée géniale. Donc, merci pour ça. Je voudrais te demander aussi, qu'est-ce que maintenant en échange, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Et pour ceux que les moins de 20 ans, pour la petite question que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais nous on voit très bien de quoi je veux parler, je vais te demander à quoi tu penses quand tu te rases. Déjà, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter? Il faut me souhaiter de bien sillonner le pays comme le faisait Chirac, d'aller à la rencontre de tous les adhérents de ma famille politique et puis qu'ils me fassent confiance pour redresser la parole de la droite.
Et ensuite, à quoi je pense quand je me rase? Alors, je me rase pas, hein. Je prends une petite paire de ciseaux et je coupe un peu ce qui dépasse. Et ben, ce qu'il faut me souhaiter, c'est porter un projet pour redresser la France. Et c'est ce que je veux faire. Tu le sais, moi j'ai ça en moi. Je veux secouer tout ce qu'on a évoqué, toutes ces inepties qu'on fait, et à l'inverse, tout ce qu'on ne fait pas. On a un État qui nous emmerde sur des domaines où on n'a pas besoin de lui, et à l'inverse, il n'est pas présent sur là où on a besoin de lui. Notre santé, notre sécurité, nos enfants à l'école. Donc c'est ça ce que je veux secouer. Et mon objectif, c'est d'être le candidat à la présidentielle. Et c'est ce que je vais faire. Ah oui, donc là, cette fois-ci, tu l'annonces comme ça en voiture, relax. Non, j'ai toujours dit, c'est mon objectif. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Est-ce que je serai en position de le faire? Je ne sais pas, mais c'est ce que je veux faire. Je veux d'abord refonder ma famille politique, m'en occuper, et puis après, porter ça pour la France. Ce que j'ai fait dans ma région, je veux le faire pour la France. Dis-moi, le Laurent qu'on voit là, très détente, comme ça, tranquillement dans sa voiture, c'est celui-là qu'il faut montrer à la télé? C'est pour ça que j'étais content de te recevoir, Pierre. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, j'ai du respect pour ce que vous faites. Je veux le dire aux équipes de 40 millions, vous êtes courageux. Je sais que c'est pas facile, parce que vous avez des critiques, vous avez des attaques. Je les connais, je les ai subies aussi. Bon, on a les mêmes. Hein. Lâchez pas. On lâchera pas. Merci à toi. Merci Laurent. Allez, on se retrouve ensemble pour une prochaine émission. C'était Laurent Wauquiez, sans détour aucun, sans concession aucune dans sa voiture. Maintenant, nous, on va descendre et puis on va aller tranquillement rentrer au bureau pour le montage avec Gabin à la réalisation, avec Lénie et Jade qui étaient dans l'autre voiture, avec Aurélie et toute l'équipe et Victorine qui participent à la création de cette émission ensemble. Merci Laurent de ta simplicité, de ta gentillesse. Merci à toute l'équipe. Et de nous avoir accepté dans ta voiture qu'on a transformée en studio. Vous le voyez pas, il y a du scotch partout, c'est une catastrophe. Ouais, c'est clair. Et merci à René qui nous a conduits prudemment sur cette route. À bientôt, bonne route à tous.